Polysécure, épisode spécial, je suis accompagné de Mathilde. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour, comment vas-tu? Oui, je vais très bien. On petite collision. Commençons avec un sujet qui est très intéressant, puis je pense qu'il est mal compris par bien des gens, du moins au Québec, qui commencent à toucher à la loi 25, les effets commencent à arriver. C'est la gestion des tiers. Parce que la gestion des tiers a des conséquences sur la gestion des données personnelles. Je vais te laisser commencer par l'introduction là-dessus, puis on va découler avec ça, parce que moi, je trouve ça super intéressant. Moi aussi, je trouve ça super intéressant et je pense que c'est un beau sujet à traiter parce que pour moi, je pense que les tiers, la gestion des tiers, c'est un des plus gros risques qu'on retrouve dans les organisations parce que c'est un élément, une entité sur laquelle on n'a aucune maîtrise en dehors de peut-être la gestion des contrats, des relations qu'on va avoir avec eux. C'est complètement différent de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue à l'interne avec ses employés. On a une certaine maîtrise de ses employés, on a une certaine maîtrise de l'environnement de sécurité dans une organisation. Mais dès que les données, les renseignements personnels sortent de ce cadre géré, il faut être en mesure de pouvoir gérer les risques qui sont associés. Donc, je pense que c'est le gros sujet pour moi aujourd'hui. D'autant plus qu'on a des nouvelles exigences. La responsabilité d'un organisme de gérer ses tiers, elle est bel et bien existante parce qu'on est responsable des tiers à qui on transmet les renseignements personnels. Par exemple, c'est pour ça qu'on a des exigences aujourd'hui qui arrivent avec la loi 25, comme la réalisation d'évaluations de facteurs relatifs à la vie privée, la mise en place de contrats avec ses fournisseurs. Donc, en tout cas, je pense que ça fait un petit tour de l'importance que ça a, selon moi, parce que les tiers aussi peuvent être la cause de violations de données, d'incidents de confidentialité, avec des accès inappropriés, avec simplement une faille qui arrive chez le fournisseur qui pourra impacter les renseignements de notre organisation. Oui, puis je trouve ça d'autant plus important parce que de ce que j'ai pu constater autour de moi, les gens ne perçoivent pas le maintien du lien de propriété, donc de responsabilité avec l'information, même si elle est déposée chez les tiers. Fait que d'où le fait très important de s'assurer qu'il y a une continuité de ça. Puis justement, c'est le premier processus, les premiers éléments importants de ça, c'est comment on sélectionne un fournisseur sous cette lorgnette-là, de laquelle on a un maintien de responsabilité, donc s'assurer que le fournisseur a le même degré de vigilance qu'on pourrait avoir nous-mêmes sur nos données. Oui, c'est vraiment la première étape avant même l'établissement d'un contrat. Je pense que la gestion du risque lié aux fournisseurs, ça passe par la bonne sélection de ces tiers à qui on va transférer les données. Ça pourrait être quelqu'un d'autre qu'un fournisseur, ça pourrait être une tierce partie qui a besoin de ses renseignements personnels, qui va les traiter pour son propre compte. Mais dans tous les cas, il faut pouvoir faire une analyse préalable pour s'assurer que le transfert va être sécurisé et que les renseignements vont être sécurisés. Donc c'est sûr que pour les fournisseurs, c'est encore plus élevé. En fait, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut toujours faire une évaluation préalable. Notamment avec un processus de diligence raisonnable, on va vérifier auprès de son fournisseur que certaines mesures sont mises en place. Par exemple, on peut lui demander sa politique de confidentialité, ses pratiques en matière de protection des renseignements personnels pour pouvoir comprendre ce qui est en place au sein de son organisation. Surtout, on va faire un focus aussi sur les mesures de sécurité qui sont en place, parce que c'est la clé, en fait, de savoir comment les renseignements personnels vont être protégés, quel est l'environnement dans lequel elles vont se trouver. Ça peut être aussi, est-ce que les employés ont une sensibilité à la gestion des renseignements personnels? Donc, est-ce qu'ils ont été formés convenablement? Est-ce qu'ils ont peut-être des certifications en place? Donc, c'est tout un processus préalable qui va permettre d'avoir une idée
de la sensibilité du fournisseur par rapport à la protection des renseignements personnels. Puis au-delà de ça, il va falloir aussi considérer si les renseignements personnels sortent du Québec avec la loi 25. À partir de septembre, on a des obligations d'avoir des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée, dont on a déjà parlé, pour les transferts hors de la province. Ça va être un processus assez lourd à gérer. C'est là aussi où on voit toute l'importance de pouvoir gérer ces tierces parties, ces fournisseurs, justement dans le but de voir quelles sont les exigences légales qui sont prévues dans les autres pays. Parce qu'au Québec, on a une loi qui est renforcée, mais c'est pas nécessairement le cas des autres provinces à ce jour. On a des législations qui sont similaires, notamment avec l'Union européenne, le RGPD, mais dans des pays comme les États-Unis, où on sait que l'équivalence Europe et États-Unis n'existe pas. Aujourd'hui, on peut supposer que ça va être le cas entre le Québec et les États-Unis aussi. Donc, en tout cas, c'est des processus qui peuvent être utilisés pour identifier les risques associés à ces fournisseurs. Je ne sais pas si ça donne ça donne une image assez claire. Oui, un bon tour d'horizon, en tout cas du premier élément, puis les entreprises et le gouvernement vont avoir beaucoup de travail sur la planche puisque il va falloir qu'ils rétroactivement vérifient tout ce qui est déjà dans ces éléments-là. Et l'élément américain est très problématique à ce que je peux constater dans mon entourage, puisqu'il y a une familiarité de faire affaire avec les Américains, puisqu'ils sont très proches. Cependant, au niveau légal, ils ne sont pas proches du tout, et on est beaucoup plus proche des Européens. Donc, de ce moment, cette espèce de réflexion-là qui va devoir avoir lieu justement pour s'assurer que ces éléments sont importants. On en a déjà parlé aussi de l'inventaire de toutes nos données. C'est justement un des éléments très importants de ce que la loi 25 apporte. Donc, la chaîne qui va suivre, et donc la chaîne chez nos fournisseurs, je suis pas sûr que les gens maîtrisent ça encore, et même ont idée à quel point l'information se promène et véhicule de façon là, de très, très sauce. Fait que c'est très important. Là, puis j'aime bien le FVP parce que bon, c'est l'outil principal pour arriver à manœuvrer là-dedans. Puis je pense que tu me le dis en off, ça va être un peu l'élément qui va être déterminant au niveau que s'il y a enquête au niveau de la perte, s'il n'y a pas eu un EVP robuste en amont, je pense que l'organisation va être un peu plus punie que si elle avait fait son exercice justement correctement en amont, justement pour l'amener un peu là. Oui, c'est tout ce qui a trait au principe de responsabilité. L'entreprise qui détient les renseignements personnels et qui va les transférer, elle demeure responsable en premier lieu de la protection des renseignements personnels. Si elle fait le choix d'aller chercher un fournisseur, il faut s'assurer que ce fournisseur il mette en place des mesures équivalentes. C'est pas interdit d'aller aux États-Unis ou d'aller dans n'importe quel autre pays qui aurait pas nécessairement une législation qui est équivalente comme on a en Europe, mais ça veut dire qu'il faut mettre des mesures supplémentaires, avoir des assurances complémentaires par rapport à la gestion du risque qui est inhérent à ce transfert vers les Américains, peut-être plus que vers l'Union européenne. Donc ça, c'est à considérer. Puis, tu as parlé de la chaîne de responsabilité, c'est que ce fournisseur qu'on va choisir, c'est important de regarder aussi quels sont les autres fournisseurs qu'il utilise lui-même. Et là, on vient dans toutes des technicités très juridiques et des problématiques très complexes, c'est-à-dire que on peut pas non plus gérer tous les fournisseurs qui vont avoir un jour accès aux renseignements personnels, c'est très très complexe, mais on va demander à ce que son fournisseur s'assure que les renseignements personnels soient protégés de manière équivalente par tous les propres fournisseurs qui utilisent. Et au préalable, c'est aussi à l'organisme qui fait l'étude de son fournisseur de s'assurer que ceux qui sont utilisés, on les accepte ou pas. En fonction du niveau de risque, alors ça, c'est pareil, l'évaluation, en général, c'est mieux que ce soit les professionnels, la protection des renseignements personnels, la sécurité qui fassent toute cette évaluation.
Et puis après, c'est une fois que l'évaluation est prête, c'est la soumettre au gestionnaire de l'outil, celui qui veut utiliser le fournisseur, puis aussi à l'exécutif, peut-être en fonction du niveau de risque, pour s'assurer que eux ils acceptent le risque qui est associé au fournisseur. On en parlait en off aussi, c'est que parfois on a des obligations d'utiliser certains fournisseurs parce que il est exclusif. C'est-à-dire que c'est le seul à offrir ce type de service sur le marché. On va avoir aussi des enjeux politiques. Parfois, c'est quand on est dans un groupe de sociétés, on a notre société mère qui nous impose l'utilisation de certains fournisseurs. Parfois, on n'a pas le choix que d'aller avec ce qu'on nous a exigé. C'est sûr que dans ce cas-là, il faut s'assurer que les risques sont gérés et que les risques sont acceptés en connaissance de cause. Si ça, c'est bien documenté, ça va permettre de faciliter le niveau de conformité, de démontrer sa conformité, que toutes les mesures nécessaires ont été étudiées préalablement à l'utilisation et au transfert de renseignements personnels à l'extérieur de l'entité. Donc, c'est des enjeux très importants, très complexes, surtout avec cette chaîne de sous-traitance qui arrive, justement, que je mentionnais. Ah, ben c'est pas rare d'avoir 2, 3, 4 niveaux de sous-traitants, mais au moins, ce qui est un peu rassurant dans ce que tu mentionnes, c'est que en tant qu'organisation, je suis juste responsable du premier niveau et c'est l'autre fournisseur qui est responsable de son niveau à lui et ainsi de suite, ça descend un peu. Ça rend ça un peu plus digeste, disons, en termes d'opération, d'avoir un graphe immense qui nous retrace. Mais en même temps, j'ai un peu de malaise comme donner mes informations à un tiers puis pas savoir où ces informations-là se promènent aussi. Là. Alors, c'est pas complètement une responsabilité qui reste au niveau du fournisseur. C'est l'entité principale va imposer à son fournisseur de mettre en place les mesures nécessaires. Et par exemple, dans les ententes qui vont être mises en place, il y a plusieurs niveaux d'exigence qui peuvent être prévus. Ça pourrait être simplement que quand il y a un nouveau fournisseur qui est sélectionné, on soit informé pour que dans les peut-être 10 jours, on met un délai de 10 jours, donc information préalable, et on a un délai de 10 jours pour s'opposer à l'utilisation de ce fournisseur ou simplement arrêter la relation contractuelle ou trouver une solution avec son fournisseur. Donc il y a des possibilités. Sinon, on pourrait aussi prévoir dans les ententes l'obligation du fournisseur de demander le consentement express avant l'utilisation d'un sous-sous-traitant et le transfert de renseignements personnels, par exemple à l'extérieur du pays qui était initialement prévu. Ça dépend. En fait, il y a un jeu contractuel qui va se faire et en général, c'est des avocats qui vont nous aider à trouver les meilleures clauses qui sont à mettre en place. Donc, je veux pas parler à leur place, mais c'est ça. Je pense que la gestion des sous-traitants et de la chaîne reste au niveau de l'organisme à un certain point. Mais par contre, dans la relation contractuelle, on va prévoir des responsabilités partagées et notamment la responsabilité de son fournisseur de s'assurer que, par exemple, des clauses comme les clauses contractuelles type de l'Union européenne soient prévues si on a des renseignements de résidents de l'Union européenne qui sont traités dans toute cette chaîne-là. On va avoir aussi d'autres possibilités d'exigences qui vont être prévues. Donc, je pense que ça peut être géré sur le plan contractuel, mais c'est juste des risques complémentaires et c'est bien de pouvoir avoir une certaine visibilité sur où les renseignements personnels vont se trouver et vont être transférés à un certain point.
Effectivement, puis c'est ça toute l'importance aussi, puis ça c'est le deuxième grand bloc que tu voulais aborder au niveau l'entente, parce que ça c'est l'espèce c'est le véhicule qui vient justement baliser correctement entre la relation entre moi qui ai mes données que je te prête ou que je te permets de traiter. C'est toute cette balise là est très intéressante. On a mentionné un peu à quelques points dans lesquels on peut mettre des choses. C'est ça, c'est toujours contextuel en termes de moment où t'es. Puis chaque entreprise a sa réalité, puis il faut voir avec. Mais ces balises-là sont très intéressantes et très important d'être signifié parce que tu mentionnes justement, on ne perd pas le contrôle de la chaîne, mais contractuellement, on oblige le premier niveau de fournisseur à nous rendre compte ou justement de nous amener à s'assurer que tout ce qui suit est cohérent par rapport à nos responsabilités comme étant le propriétaire initial des données ou en tout cas le détenteur initial des données. Là. Oui, c'est ça. Bah, le contrat, en fait, ça va être une des pièces maîtresses pour gérer la relation avec ces tierces parties. On avait déjà des exigences qui existaient sur le besoin de mettre en place des contrats. On avait certaines clauses législatives dans différentes lois. Je pense notamment au secteur de la santé, pas uniquement dans le cadre de la loi d'accès à l'information, dans le secteur public, par exemple, ou même dans le secteur privé au Québec. On avait quand même déjà des exigences qui étaient prévues de mettre en place des contrats, de les faire valider peut-être par la commission d'accès à l'information. Et puis, on avait certaines exigences, donc on nous disait il faut que le contrat inclue telle ou telle exigence. Et puis, avec la loi 25, on a eu des nouvelles obligations qui sont arrivées en plus pour renforcer ce besoin de contrat et cette responsabilité des organismes de s'assurer qu'il y ait les bonnes mesures en place. Donc, ce contrat, c'est vraiment une pièce maîtresse qui va établir les rôles de chacun, donc sous-traitant, contrôleur des données, enfin responsable des données, parfois quand il y a plusieurs responsables de traitement qui partagent leurs responsabilités aussi, on peut avoir des notions par rapport au rôle des parties et puis les responsabilités qui sont associées. Donc on a mentionné l'exigence qui pourrait être vis-à-vis de la vérification qui pourrait être faite. Je ne sais plus si on en a parlé en off ou si on l'a déjà mentionné en fait juste là. Mais pas au complet, mais oui, effectivement, on a un peu justement cette vérification-là du sous-traitant là, qui est un peu une obligation. Donc il y a ces clauses qui sont liées à la gestion des sous-traitants aussi qu'on peut inclure et qu'on devrait inclure. Donc on a certaines exigences qui sont prévues par la loi où on nous dit dans telle relation, dans tel cadre, il faut que votre entente inclue telle ou telle exigence. Puis après, on peut se dire qu'il y a des pratiques internationales qui sont aussi très intéressantes, qu'on pourrait exiger en fonction du niveau de risque pour accentuer la bonne gestion de la protection des renseignements personnels par le fournisseur. Puis, je pense que toute l'analyse de risque qui a été faite au préalable va permettre de déterminer le niveau d'exigence aussi qui va être prévu au contrat, en fonction du type de fournisseur aussi avec lequel on va traiter. Et en fait, il y a plusieurs modèles qui peuvent être prévus, qui peuvent être préparés par l'organisation au préalable. On peut s'imaginer d'avoir des contrats type qu'on pourrait utiliser pour justement pouvoir gérer dans telle situation, on sait qu'on utilise ce contrat, dans telle situation, on utilise cet autre contrat. Ça permet de faciliter la gestion des contrats aussi et de s'assurer que les bonnes clauses sont prévues. Et en fait, en fonction du type de fournisseur avec qui on va traiter, on pourra choisir les bonnes clauses. Parce que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est est-ce que on met le maximum d'exigences possible et c'est pas nécessairement adapté à son fournisseur. Je pense pas que ce soit nécessaire parce que ça alourdit les ententes, ça alourdit les obligations, la compréhension à tel point que je pense que certains fournisseurs ne tiendraient même plus compte des exigences qui sont prévues aux ententes parce que ça n'a pas de bon sens de les prévoir. Mais en tout cas, on peut imaginer que des contrats, des clauses seront différentes si on a un fournisseur qui fait de l'hébergement de données
contre un fournisseur, par exemple, qui ferait simplement de la maintenance, et puis un fournisseur qui s'occuperait de la gestion de la paye ou de la gestion du recrutement, qui serait externalisé à l'entité. Le niveau de renseignement personnel, le niveau d'accès qui est prévu, les risques qui sont associés en fonction des renseignements personnels impactés, va permettre de déterminer les clauses aussi qui sont prévues en termes de bonnes pratiques et exigences en termes de niveau de risque, en plus des exigences légales. Ouais, c'est ça, mais on revient toujours au fait que ça dépend toujours du contexte. Puis d'ailleurs, dans certaines organisations, je trouve ça dommage parce que les contrats sont trop génériques. Fait qu'on se fait juste balancer à la gueule des contrats qui sont trop excessifs à certains égards au lieu d'être adaptés au contexte. Puis je pense que ça, c'est un peu malheureux, c'est que ces organisations ne prennent pas le temps parce que surtout en données personnelles, le contexte, et en sécurité aussi d'ailleurs, le contexte vaut beaucoup plus que le restant. Donc, on est capable de mieux saisir, mieux suivre avec ça. Puis, suivant l'établissement du contrat, ensuite, il y a tout le volet de gérer la relation parce que là, c'est pas, une fois que le contrat est signé, ça ne meurt pas, les données continuent à vivre, tout ça continue à se promener. Donc, il faut continuer à maintenir ce lien-là fort avec nos fournisseurs, justement, pour être capable d'aller, vérifier, comme un peu mentionné, mais continuer à avoir ce droit de vérification-là. Et cette exigence-là, quitte à ce que le fournisseur fasse une vérification indépendante, donc annuelle, par exemple, qui doit être prévue, mais on doit maintenir cette espèce de relation-là sur le long terme, ce qu'on ne faisait peut-être pas autant avant. Là. Oui, c'est ça. Juste pour revenir sur le contrat, là, je parlais des modèles qu'on pouvait mettre en place. C'est sûr que le modèle, c'est une première base pour s'assurer que certaines exigences sont déjà incluses, mais c'est toujours important de pouvoir se référer à son responsable de la protection des renseignements personnels, son responsable juridique, ou toute personne qui a justement les connaissances nécessaires, même son cabinet d'avocat, pour s'assurer que les bonnes clauses sont présentes, parce que finalement, c'est ça qui peut être le risque, c'est que c'est pas adapté au niveau de risque qui est prévu. Donc, en tout cas, je voulais juste accentuer ça. C'est bien d'avoir des modèles, mais parfois ils sont pas nécessairement toujours mis à jour, etc. aussi. Donc, il y a une certaine vigilance à cette pratique, mais ça peut être une bonne première étape. Puis, pour revenir donc à ce que tu disais, une fois que le contrat il est signé, c'est sûr que ça s'arrête pas là, la gestion de son fournisseur, parce que simplement, le premier point, c'est qu'il peut y avoir des changements qui interviennent dans l'environnement du fournisseur. Par exemple, il y a un incident de renseignement personnel qui arrive et on se rend compte que certaines clauses n'étaient pas prévues ou certaines mesures n'étaient pas en place. On va s'assurer que ce soit géré par la suite si on décide de conserver la relation avec ce fournisseur. En général, c'est peut-être ça qu'on va privilégier, mais parfois on va décider d'aller avec complètement un autre fournisseur parce que le risque était trop grand. Donc en tout cas, il y a ça à prendre en considération. Aussi, il y a les changements. On a mentionné les relations avec les sous-sous-traitants, donc la chaîne. Peut-être que le sous-traitant, le fournisseur avec qui on traite va décider de faire appel à de nouveaux sous-traitants qui pourraient avoir accès aux renseignements personnels, s'assurer qu'on donne bien l'accord ou qu'on a une visibilité sur l'utilisation de nouveaux sous-traitants. Puis ça fait partie de la chaîne de la suite de la vie du contrat. Donc il y a des enjeux à prendre en considération. Puis je mentionnais justement les incidents de confidentialité là juste avant. En fait, la clause qui pourrait exister, la clause d'audit qui est recommandée, est parfois exigée par la loi. Elle a toute son importance parce que c'est très important de pouvoir l'appliquer. Prévoir une clause d'audit, c'est pas juste se dire si un jour on a envie de vérifier, on pourra vérifier. C'est aussi s'assurer qu'on la mette en place parce que le jour où il y a un incident de confidentialité, que c'est un contrat, admettons, de 5 ans, et puis que ça fait 3 ans qu'on n'a pas vérifié son fournisseur, que l'état
de la technologie, l'environnement dans lequel on évolue. Il y a beaucoup de changements à tous les jours. On a des changements sur l'environnement, les nouveaux risques qu'il y a en matière de cybersécurité, etc., les nouvelles vulnérabilités qui sont détectées. Ça, faut être capable de pouvoir vérifier de manière régulière que c'est géré par son sous-traitant et que les risques sont gérés. S'il y a un incident, que ça fait 3 ans qu'on a une relation et qu'on n'a fait aucune vérification alors que c'était prévu au contrat, que nos données sont impactées, bien que la responsabilité soit partagée, on va pouvoir remettre la faute sur le client, finalement, l'organisme principal, parce qu'elle n'a pas fait son processus de vérification qu'elle aurait dû faire dû au contrat. Donc c'est très... c'est presque un piège dans lequel on peut tomber et qu'on tombe souvent, les organismes tombent souvent là-dedans parce qu'ils ne prennent pas le temps de faire les vérifications postérieures à la mise en place du contrat. Des fois, elle n'est même pas mise au départ, donc si en plus on ne fait pas la suite. C'est un point très important parce que moi, j'arrive du monde des grandes entreprises ou même j'ai fait un court passage chez les comptables. Tout le volet de vérification, parce que les grandes entreprises sont habituées. On va prendre au Québec les Desjardins de ce monde ou ces grandes entreprises-là sont déjà habitués d'auditer leurs fournisseurs. Ça fait partie de leur processus. Dans ce cas-ci, pour eux autres, c'est juste, ils font ajouter une case supplémentaire dans leurs choses. Pour ceux qui savent les SSE 18 ou le SOC 2 ou toutes ces notions-là sont habituelles pour les très grandes entreprises. Quand on arrive dans les PME, c'est beaucoup plus rare qu'on ait fait face à ce genre de choses-là. Et même si justement, puis c'est un drôle de piège, que même si on a un confort parce qu'on se donne la capacité de vérifier, il faut l'utiliser, cette capacité de vérifier-là. Et celle-là, ça devient très important. Puis là aussi, l'autre avantage, comme PME, de se faire affaire avec une grande compagnie, si on se retourne vers les grands clouders, par exemple, eux sont déjà habitués de se faire vérifier et ils rendent déjà public leur rapport de vérification. Est-ce qu'ils sont assez conformes pour loi 25? C'est à vérifier. Cependant, sont déjà habitués à travailler dans cet univers-là. Et donc, on est capable de les sauver du temps à ce moment-là au lieu d'être pris et nous-mêmes devoir faire la vérification. Mais il faut le vérifier, ces documents-là. Et j'ai vu au niveau des PME, très peu de PME qui sont habitués de le faire. Puis en général, dans les organismes publics aussi, c'est pas dans la culture de vérifier les fournisseurs. Donc, justement, d'amener ça dans la culture de vérification parce que ça devient un outil essentiel. Puis la loi, elle est ainsi faite, va devenir un peu rentrer ça dans les mœurs de devoir faire ces vérifications-là. Oui, c'est presque un piège, puis c'est très lourd pour les entreprises, mais on peut aussi contrebalancer ce que tu disais, c'est que pour les grandes entreprises qui ont beaucoup plus de fournisseurs qu'une PME, finalement la gestion puis même les organismes publics, en tout cas les grands organismes ont souvent l'utilisation de plus de systèmes, plus de fournisseurs, etc., qu'ils n'ont même pas une liste précise de toutes ces ententes qui pourraient exister, de tous ces fournisseurs qui pourraient exister. Donc toute la gestion qui est associée à ça est très importante. Donc en fait, on peut contrebalancer aussi. Les PME n'ont pas nécessairement cette pratique parce que elles n'ont pas nécessairement les ressources pour le faire et les connaissances pour le faire correctement. Puis après, on a les grands organismes qui auraient potentiellement des ressources et des professionnels qui pourraient plus être en mesure de le faire, mais compte tenu de la quantité de fournisseurs, ça devient impossible de gérer tous ces fournisseurs, presque. Et donc, il y a toute une question de priorisation aussi qu'il faut se poser au moment où on décide de gérer ses fournisseurs. Il faut privilégier déjà ceux qui ont un accès aux renseignements personnels en fonction de l'accès, lesquels sont les plus à risque. Donc, il y a tout un niveau qui est important de considérer, puis s'assurer aussi que ces employés finalement pourraient être en mesure de faire des vérifications. C'est peut-être pas un seul service qui pourrait faire ces vérifications en fonction de l'organisme, mais je pense que pour des PME, c'est pas seulement une personne qui peut faire ces vérifications, c'est faire appel au support des autres organismes, ceux qui gèrent les outils, par exemple, qui puissent aider à faire tout ce processus de vérification.
s'assurer qu'il y ait des bonnes vérifications qui sont faites et que les documents soient demandés par eux-mêmes avant que ça passe par le service qui va faire l'analyse en tant que tel. Donc, c'est des petites idées, mais je pense que c'est des petites choses à penser aussi dans le cadre de son processus qui va être mis en place. Il faut toujours avoir cette conscience de priorisation du risque, parce que même la commission d'accès à l'information, je pense qu'elle a conscience de ces enjeux. En tout cas, j'ai déjà participé à des conférences et de ma compréhension, elle avait conscience des enjeux que ça pouvait représenter, de la lourdeur que représente la loi pour les organismes, aussi en termes de rien que la réalisation des EFVP qui est exigée. C'est pour ça qu'elle va aussi aider et mettre à disposition des guides et développer des bonnes pratiques que pourront suivre les organismes. Mais c'est pour ça que c'est important d'être toujours à jour de ce qui se passe et quelles sont les orientations des autorités de contrôle. Je pense notamment à la France. On a tous les ans un rapport annuel qui explique aussi quelles sont les prochaines orientations pour l'année à venir. Donc ça peut être un élément à considérer en termes de gestion du risque, qui est sur quel élément les autorités vont axer leur focus. Peut-être ça pourrait permettre d'identifier, par exemple, tel fournisseur est plus à risque que tel autre, en fonction des orientations des autorités. Donc, c'est sûr que c'est un gros processus de veille documentaire aussi et de veille juridique, mais c'est essentiel pour s'assurer que les risques sont gérés, à mon avis. Oui, absolument. Puis ça devient, c'est parce que c'est très complexe, parce que ça fait pas partie des habitudes des organisations, c'est nouveau. Donc là, il y en a beaucoup qui sont en train de se remettre à niveau, mais tout ça est pas simple. Parce que ça prend des compétences différentes, c'est dans un autre univers, c'est complètement dans autre chose. Complètement, je suis en ligne avec toi. Là, on parle aussi des meilleures pratiques, hein, mais tous ces processus, ça met du temps à mettre en place et c'est pas demain que vous allez avoir tous vos processus en place pour pouvoir gérer tous vos fournisseurs. Ça met du temps, beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il faut toujours prioriser, déjà établir un processus, puis faire d'amélioration continue par rapport à ces processus, puis sélectionner certains fournisseurs par rapport à une liste. Rien qu'établir la liste de ces fournisseurs, puis sélectionner ceux qui pourraient présenter les plus à risque parce que ils ont un enjeu vis-à-vis du service qui est fourni, donc il pourrait avoir accès aux clients, aux données du client, il pourrait avoir accès à des données d'employés. Donc ça, c'est des éléments, puis en fonction du risque que représente par exemple le client versus l'employé, c'est toutes des choses à prendre en considération, donc sélectionner ses premiers fournisseurs, puis après envoyer les premiers questionnaires, puis avoir des questionnaires plus ou moins complets. Peut-être on peut avoir 2 versions de questionnaires, de questions qui pourraient être posées aux entités en fonction du risque que ça représente, mais ça prend beaucoup de temps. Et en même temps, il faut faire tout le reste. C'est ça qui est très complexe. Donc, c'est sûr que pour une PME ou même une grande entreprise, ça nécessite des ressources en termes humains, en termes financiers, etc. Mais le but, de toute façon, moi j'ai tendance à dire que la conformité à 100%, entre guillemets, c'est impossible à atteindre, mais qu'il faut toujours évaluer le niveau de risque et montrer aussi ses pratiques qui sont mises en place et sa bonne volonté, parce que la bonne foi de l'entreprise va primer sur tout ce qui se passe. Le jour où on est évalué par une autorité de contrôle, si on arrive à démontrer qu'on fait les mesures nécessaires en fonction de ses ressources et de ses moyens, forcément, ça va être quand même plus avantageux pour l'entité, je pense. Oui, ouais, absolument, tout ça. On va conclure sur ça. Ça fait un bon tour d'horizon de ce que c'est et les défis qui s'y présentent. Faut pas les négliger parce qu'en septembre prochain, ça va venir nous mordre. Donc, on va avoir plusieurs défis qui se présentent à nous et justement y aller une bouchée à la fois aussi, puis d'être capable justement d'avancer, ne pas se laisser décourager par l'ampleur associée. C'est ça. Merci beaucoup. Je te remercie énormément.